Un jour, les aventures des comics Marvel ont quitté la Terre pour se plonger dans l'immensité de l'espace. Bonjour Kree, Skrull, Thanos, Galactus et bien sûr les gardiens de la galaxie. Vous n'y connaissez pas grand-chose à propos du cosmique. Vous avez toujours eu envie de commencer mais vous ne savez pas par où. Pas de souci. Avec Aurélien et Capucine, on va vous prendre par la main pour ce 7e épisode de Corpse Talk, le podcast comics de Marvel Planet. Salut vous deux, vous allez bien? Oui, Oui. Vous êtes prêts? Yes. oui. On va commencer avec une question très très simple. C'est quoi le cosmique? Je dirais qu'en fait, c'est une partie de l'univers Marvel. En fait, il y a les trois principales parties de l'univers Marvel, c'est Spider-Man, les X-Men et les Heroes. Alors maintenant, on dirait plus carrément les Avengers, où on rajoute en plus les 4 Fantastiques et un peu ce qui traîne. Et en plus de ces trois grosses parties qui sont vraiment les trois colonnes de Marvel, il y en a d'autres qui se sont rajoutées ou qui ont été là tout le temps, mais qui après ont pris plus ou moins d'importance. Il y a les héros urbains, donc Daredevil, le Punisher, Elektra, etc. Jessica Jones. On voit que maintenant d'ailleurs il y a beaucoup de ces personnages, ça forme vraiment une partie à part de l'univers Marvel, mais il y a certains moments où en fait il y avait un peu que Daredevil dans cette partie-là, voilà. Oui, non, c'est clair. Voilà. Deadpool maintenant ça fait presque une partie de l'univers Marvel à lui tout seul. Et donc il y a le cosmique qui est un peu aussi une de ces parties un peu secondaires on va dire, mais qui sont une partie de l'univers Marvel. Et du coup c'est tous les héros qui sont dans l'espace quoi. Ouais, c'est clair. Alors, je voyais pas autant de piliers que toi. Pour moi, j'en voyais deux, genre la Terre. Et après, dans la Terre, t'as des sous-divisions, mais la Terre et le cosmique. Voilà. En fait, j'ai l'impression que non, j'ai vraiment D'accord. l'impression que chaque univers en fait est un peu poreux. C'est-à-dire les aventures de Spider-Man, en fait quand tu lis Spider-Man, tu peux ne pas du tout lire autre chose et lire les aventures de Spider-Man. Ouais. Quand tu lis les X-Men, t'as plein de séries, mais on y croise peu Spider-Man ou les Avengers. Oui, ça marche. Quand tu lis le cosmique, tu vas voir peu de Spider-Man ou des Avengers, Ouais, mais etc. Et en fait, chacun de ces trucs sont un peu des bulles où tu vas croiser les mêmes personnages qui vont vivre là-dedans, mais un peu séparés. Et après, en fait, vu que c'est l'univers Marvel, oui, ça se croise dans tout ça, mais c'est un peu des bulles séparées, pour moi. d'accord. Donc, ça veut dire que en vrai, il n'y a même pas de sous-piliers dans le cosmique. Parce que si tu lis une série du cosmique, t'es dans l'idée obligé de tout lire. Non, Parce parce que pour reprendre mon truc un peu des bulles, là, Ouais. comme ça, je mets les Avengers et les 4 Fantastiques, par exemple, dans la même, ou Daredevil et le Punisher dans la même, et on n'est pas obligé de lire Ouais, ok, tout ça marche. pour le truc, pour le comprendre. C'est juste que ça vit dans le même univers avec des guillemets, quoi. C'est, voilà, Ok. c'est clair. Ça commence quand? Du coup, le. Alors, et là, je prends une voix genre Perfora. Alors, Alors, il était une fois. Je suis de la fin. Et ça commence quand, le cosmique? alors, Père Castor. raconte-nous une histoire. Moi, j'ai regardé, c'est en gros 67. 67, c'est une bonne date pour noter le début du cosmique. Parce que c'est le début de... Vas-y, je te laisse dire. Captain Marvel. Ah oui. C'est le début de... Mais le premier avec Marvel. Oui, mais du coup, vu que Oui. elle arrive... Carol Danvers, elle arrive dans le premier ou dans le deuxième peut-être. Elle... Je crois dès le deuxième. Je crois Oui, qu'elle est pas voilà. dans le Mais premier. après, elle a pas de pouvoir et autres. Ouais, mais mais- en tout cas, elle existe. Enfin, toute l'imagerie de Captain Marvel est là. Et du coup, ça c'est 67. Et en 67, il y a aussi la création de Adam Warlock. Alors à l'époque, il s'appelle Lui. Mais Oui. Ouais. ah, lui. Ah oui. Ah, oui, c'est lui. Et en fait, après, du coup, à partir des années 70, ça explose un peu plus. Même avant, il y avait déjà eu le Silver Surfer et des choses comme ça. Mais Oui, parce que dans l'idée, rien que les 4 fantastiques, ils ont leur pouvoir en allant dans l'espace. ouais, bien sûr, Mais ça en fait, on est d'accord que ça en fait pas pour autant du cosmique. pas à Même 100%. si j'ai un peu l'impression que les 4 fantastiques ont été les héros de la Terre les plus proches du cosmique.
Ouais, moi c'est aussi un peu comme ça que je le perçois. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu ce que je vois. Bah, Parce entre que autres, il y a Galactus, ouais, parce que pour moi Galactus, Galactus, je l'associe aux 4 Fantastiques par exemple. Ouais. Plus. Silver Surfer, Voilà, il y a, enfin. les Kree, les Skrulls, ils apparaissent là-dedans, les Inhumains, qui sont Oui, liés voilà, aussi au c'est ça en fait, cosmique. tout apparaît dans les 4 Fantastiques. Pendant longtemps, c'est la colonne vertébrale de l'univers Marvel, c'est les 4 Fantastiques. Oui, voilà. donc ça explique aussi un peu, mais. Ouais, 67, mais parce que ça va aussi avec la conquête de l'espace. Bah, c'est vrai, j'y avais même pas pensé. Ça va avec Jean-Michel Histoire. Jean-Michel, oui, c'est ça. Bonjour. Et mais oui, enfin après on le sait, à chaque fois les comics se sont toujours inspirés des grands trucs qu'il y avait dans l'histoire, et c'est clair qu'on était en pleine conquête de l'espace et en pleine de qui va être le premier à aller sur la Lune. Parce que le projet de la NASA, enfin la création de la NASA, ça revient à... C'est milieu des années 60. Ouais, enfin Truc après... du genre. Vous regarderez sur Wikipédia, vous êtes Ouais, grand. voilà. mais oui, ça va avec ça. Ouais. Mais d'ailleurs, là, tu parles de ça, ça me fait penser par association d'idées. Les X-Men aussi ont fait quand même pas mal de tours dans l'espace. Et dans le côté, les comics suivent la mode. Quand il y a Alien qui cartonne au cinéma, ils intègrent les Broods, donc qui sont une race qui est grosso modo, ouais, qui sont un peu comme les xénomorphes d'Alien. Et ça, voilà, ça montre bien toujours ce côté. Ah, ça marche, on va faire pareil. Oui, c'est clair. Mais par contre, par exemple, moi, les X-Men, quitte à les relier avec du cosmique, ça va tout de suite être le Dark Phoenix. Ouais, aussi, ouais. Donc après, beaucoup plus tard que par rapport au lancement du cosmique. Et je sais pas, je vais dire un truc ultra naze, mais pour changer. Mais genre, c'est quoi la première pierre du cosmique, à part Captain Marvel, mais finalement, c'était du cosmique, mais sur Terre. Parce que très vite, il a eu besoin des Avengers, et de toute façon, ses premières aventures étaient quand même sur Terre. Mais c'est quoi, genre, la première fois où il y a eu que tout dans l'espace? Est-ce que c'est Nova ou... La première série, genre, qui se déroule dans l'espace, dans l'espace, de ouf. Je dirais que c'est Silver Surfer, en fait. C'est la série de Stan Lee et John Buscema, du coup, où le surfeur... Alors le surfeur en plus à cette époque, c'est le surfeur dépressif, hein. C'est celui qui a une vie qui est très dure, etc. Et tout ça. Il a perdu sa femme, sa planète. Ah oui, et puis il est exilé, etc. Et tout, il est toujours au sein de Non, c'est justement, en fait, c'est la continuité de ce qui se passe dans la trilogie Galactus, ces épisodes de Fantastic Four où il est exilé sur Terre, en fait. Il termine, Galactus, il fait « Eh ben, tu veux aider l'humanité ? Eh ben très bien, hop, je te bloque sur Terre, tu peux même pas quitter la Terre et moi je me casse. » D'accord. Et ça se termine comme ça. Galactus s'en va, laisse le Silver Surfer en mode, eh ben maintenant tu vas rester sur Terre. Évidemment, parce que c'était chiant en fait d'avoir le Silver Surfer sur Terre, il arrive très vite à trouver un moyen de se balader dans l'espace. Et après justement, c'est des aventures spatiales. Ok. Donc ouais, ça serait genre... Si ça se trouve, c'était avant 67. J'ai pas regardé la date de la première série de Silver Surfer, mais je crois que c'est après. Ce qui fait que je vais pas avoir l'air trop con. Ça serait bien. Non, mais enfin, au pire, c'est pas très grave, mais en effet, il y a ça. Et je sais pas, en fait, j'ai jamais lu... Je crois que j'ai jamais lu de cosmique avant le film Gardien de la Galaxie. Pour moi, je savais qu'il y avait de l'espace, je savais qu'il y avait des races aliens. 68. Donc Silver Surfer 68, voilà. C'est bien. On est toujours sur Captain Marvel étant le premier. Ouais, mais on est toujours sur les mêmes dates. On voit bien du coup que oui, c'était ce moment où les gens voulaient lancer des trucs sur le cosmique. Mais genre lire des héros de la Terre, c'était ultra facile. Parce que c'est peut-être des trucs qui étaient proches de nous. Enfin, dans tous les cas, c'est des héros qui nous ressemblent, qui sont dans des villes qui nous ressemblent, qui ont des problématiques qui sont des problématiques de notre quotidien. Et puis, à un moment, tu sais qu'il y a le cosmique qui arrive et t'es là, je sais pas par où y aller, je sais pas si c'est vraiment pour moi. Est-ce que c'est aussi accessible que pour un jeune lecteur ? Après, jeune aussi bien en âge que en expérience et autres. Je sais pas, pour moi il y avait un espèce de... c'est ultra compliqué, c'est genre un peu comme une élite qui a accès au cosmique. Et je sais que c'est complètement débile, hein, notamment... Eh bien oui, Paula, ça l'est. C'est une élite. Tu dirais que ça fait pour l'élite parce que rien que le mot cosmique, ça élève directement ou... Possible, ou parce que ça a été moins vite adapté finalement.
On a vu le Silver Surfer dans dans les 4 Fantastiques numéro 2. Voilà. Non, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'existe pas. Aussi dans le premier film des 4 Fantastiques. Il était dans le premier ? Non, il était pas dans le premier. Il est dans le deuxième. Ah oui, alors je confonds le deuxième où c'est du coup le reboot avec Michael B. Jordan et compagnie. Mais il n'y a pas le Silver Surfer, mais pour moi c'était je pensais que c'était le deuxième film 4 Fantastiques. Alors, non, c'est le troisième. C'est le troisième. Il y en a même eu un dans les années 80 de Roger Corman. Le tout moche. Avec des mais bon, après c'est les années 80. Avec 40 € de budget. Okay. Voilà. Mais ouais, après, c'est vrai que ça n'a pas été adapté. Enfin, quitte à adapter du Marvel, on a tout de suite adapté des héros de la Terre. Ouais, alors aussi pour des raisons de budget, encore une fois, je pense. C'est quand même plus compliqué de faire une grande saga cosmique, justement, où tout va être en effets spéciaux, par rapport à Iron Man, où en fait, t'as besoin d'effets spéciaux quand il est en armure, mais sinon, le reste du temps, ça va. Et c'est ce que tu as dit aussi, ce sont les personnages sur Terre, les gens peuvent mieux s'identifier aux héros et aux héroïnes, vu qu'ils évoluent dans un monde qu'ils connaissent déjà, quoi. Oui, mais pour le coup, ça, notamment le film Les Gardiens de la Galaxie, qui est le meilleur film de l'univers. Parce qu'il y a Rocket Raccoon. Le jour où ils font un film Captain Marvel et Rocket Raccoon, on fera à peu près 3 jours de podcast ininterrompus. Il faudra venir nous apporter à boire, à manger. C'est bon, je me dévoue. C'est gentil. Mais je sais pas, il y avait quand même des problématiques dans les Gardiens de la Galaxie qui ont été intégrées tout en étant ultra humaines, et c'est cette création de la famille. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent dans le MCU, parce que les Avengers ne sont pas une famille, c'est une équipe. Oui, en fait, de toute façon, j'ai un peu l'impression que les problématiques que tu soulèves sur le cosmique, c'est un peu celles qu'ont les noobs, et je le dis sans jugement sur la noobitude, sur les comics en général, c'est-à-dire ça a l'air un peu impénétrable, mais est-ce qu'ils vont réussir à les rendre proches de nous, etc. Et en fait, on le sait très bien, les comics, ça a l'air impénétrable, mais dès qu'on se lance, en fait, on arrive vite à retrouver ses petits, on arrive un peu à voir comment ça se passe, et le côté mais c'est des personnages qui sont pas spécialement proches de nous, qui vont être différents, qui vont être etc. Non, en fait c'est toujours des biais pour nous parler de choses humaines, de choses dans lesquelles on va se reconnaître, et que c'est pour ça qu'on kiffe. Oui, par exemple Rocket Raccoon, même s'il ressemble à un raton laveur, il est ultra humain, et il a des réactions très humaines, il a des problématiques, il a des souffrances ultra humaines auxquelles tu peux complètement te projeter et le comprendre. Qui sont les grands scénaristes ? Enfin, j'ai un nom en tête. Ouais, ça va être peut-être le plus grand du coup. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a que lui qui a voulu écrire, ou... Alors, par contre, qui est-ce Parce que parce que là on fait des clins d'œil et des mouvements de sourcils. Laisse les sourcils tranquilles. Voilà, on voudrait savoir qui est le grand architecte, du coup. Alors, c'est Jim Starlin qui a tout écrit. En fait... Il a fait les Gardiens de la Galaxie. Alors non, c'est un peu le seul groupe qu'il n'a pas inventé. Oui, mais... Il a créé... je pensais pas à ça, mais... Oui, d'accord. Tu parles de... On ne comprend toujours pas de quoi il parle, mais vous inquiétez pas, à un moment, ils vont vous expliquer. Peut-être même qu'on va couper toute cette partie. Non, elle va rester. Elle est très bien. Jim Starlin, en fait, a créé individuellement chacun des personnages qu'on connaît dans les Gardiens de la Galaxie actuellement. Voilà. Il a créé Thanos, il a écrit les plus belles pages de l'histoire de Captain Marvel, mais le cri. Il a écrit le personnage d'Adam Warlock, dont on a parlé aussi. Il a écrit du coup, pareil, les premières batailles de Thanos contre les Avengers. Il a créé Gamora, il a créé Drax. Il a écrit aussi des grands events. Annihilation. Alors non. Merde. Infinity Gauntlet. Oui. Ok. Et ses suites. War of Kings, c'est pas lui ? Non. Infinity Gauntlet, Infinity War et Infinity Crusade. Oui. Et après, il en a écrit d'autres, avec Thanos, la révélation de l'infini et des choses comme ça, etc. Qui a écrit Infinity Guerre les War of Kings et tout ça, c'est Dan Abnett et Andy Lanning. Ah, mais oui, non. Ah, putain, j'étais en train de confondre avec eux. Oui. Que pour eux, c'est... oui. Alors, eux, c'est en fait, c'est un peu la deuxième vague d'auteurs qui va renouer le... En fait, on va... Oui.
Si on reprenait un petit peu depuis le début. Donc, le premier auteur, c'est Jim Starlin. Il écrit tout ça, il invente ses histoires un peu ouf. Il crée un des gros events qui est, oui, la Thanos War, donc la guerre de Thanos contre les Avengers et tout ça. Le cosmique perd un petit peu de sa superbe. Dans les années 90, c'est lui qui va redonner un coup de jeune à tout ça. Alors, à la fin des années 80, avec la mort de Captain Marvel, qui est une claque pour... officiel. J'ai commencé à lire, c'est trop bien. Je te passerai. C'était vraiment une claque absolue à l'époque. En fait, le pitch de base de la mort de Captain Marvel, c'est Captain Marvel, donc le cri, et en fait a développé un cancer. Et en fait... incurable. Et voilà, et c'est cette histoire-là. Et c'est poignant, entre autres, parce que le père de Jim Starlin est mort d'un cancer pile à la même époque. Donc il y avait un côté... Mais après, c'est aussi très bien écrit parce que c'est genre Marvel a la fatalité de il sait qu'il va mourir, donc il cherche vaguement à soigner, mais pas trop, et lui, il sait qu'il va mourir. Et donc c'est sa dernière aventure, tout en ayant son journal intime où il essaye de réparer certaines choses, notamment avec Reed Jones, et de rappeler, enfin de laisser une trace de son passage dans la vie et sur Terre. Et pourquoi aussi il en était très proche de la Terre, tout en restant un alien et proche aussi du cosmique. C'est assez dingue. C'est aussi pour ça que c'est un personnage, je crois, qui n'a jamais été vraiment ressuscité, parce qu'en fait, sa mort est tellement belle, tellement poignante, tellement ouf, que c'est impossible de revenir là-dessus et d'effacer ça d'une certaine manière. Et pour le coup, je trouve ça compliqué tout en étant accessible. Ah oui, ça reste... Parce que j'ai rien lu de Marvel, je le connais quasiment pas, mais j'ai commencé à lire ça, et tout de suite tu te rends compte de l'importance que c'est, et le possible attachement, et pourquoi ce personnage-là a une mort qui est traitée de cette manière-là. C'est vraiment très bien écrit pour le coup, et c'est clair que tu vas peut-être pas mettre ça entre les mains de tout le monde, et pas les noobs, enfin voilà, mais... Si t'as lu un peu, si t'es juste mature dans ta lecture, la mort de Captain Marvel est juste dingue. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et du coup, après ça, il retourne vers un côté peut-être un petit peu plus bourrin, donc avec la quête de Thanos et après le gant de l'infini, qui est la source principale d'inspiration pour Avengers Infinity War. Et voilà. on a toute cette période dans les années 90 avec ces gros events. Et en fait, pour être honnête, Marvel tire un petit peu trop sur la corde, et il y a un moment où je crois Jim Starlin, entre autres, écrit 4 titres en parallèle. Il écrit Infinity Crusade. Mais ça se voit en fait sur Infinity Crusade qu'il est au bout de sa vie et qu'il fait ok, on va aller à l'essentiel et on va y aller sur mais en fait, à côté de ça, il est pas mal en même temps, mais c'est parce que il faut lire d'autres trucs à côté. Il faut lire. Oui. T'as 2 autres séries sur Warlock qui sont en parallèle, plus il était en train de faire une mini-série sur le Silver Surfer, donc il y a un moment où il écrit l'équivalent de 4 titres par mois, dont un méga event qui touche tout. Enfin, c'est le moment où Marvel tire un peu trop sur la corde de Jim Starlin et où l'intérêt commence à se diluer de la part des lecteurs, et c'est pour ça qu'après il y a une espèce de traversée du désert pendant à peu près 10 ans où il n'y a plus trop de cosmique. Voilà, c'est là où tout à l'heure je disais c'est un petit pilier de l'univers Marvel, c'est dans le sens où justement il y a des périodes où il y a beaucoup moins avoir, et ça ne dérange pas trop. Non, c'est ça, on peut vu que c'est séparé de la Terre en plus, pour le coup c'est vrai qu'on peut s'en passer entre guillemets. Et après... Voilà, et après, c'était à eux que je pensais, en fait. Annihilation Conquest, oui. Et les suites, War of King. Et avec les Gardiens de la Galaxie. Une nouvelle version avec tous les personnages qu'on connaît à peu de choses près. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui sont pas du tout écrits de la même manière. Ah non, tous différents. James Gunn a juste pris les noms, les caractéristiques des personnages, et il a réécrit les caractères. Ouais, mais ce qui était une très bonne manière d'adapter, encore une fois, parce que justement, il garde l'essentiel de l'essence, on va dire, des persos, et après il les tord pour raconter sa propre histoire. Et après, c'est quand Bendis va récupérer les Gardiens de la Galaxie à la suite du film, que là, ces gardiens vont être plus proches que ceux du film. Ok. Voilà. Parce que en soi, moi j'avais lu donc les premiers, ces séries-là des Gardiens de la Galaxie, donc par Abnett et autres, j'avais pas trouvé ça ouf. Ah, moi j'adore. J'avais un peu de mal à accrocher au personnage. Ouais. Alors que j'avais lu ça après le film et j'avais pas accroché le film au tout début.
quand j'ai vu les Gardiens. Donc vraiment, c'était un ensemble de les Gardiens de la Galaxie. C'est pas très très dingue. Et bien, c'est là que ça se termine. Voilà. On avait dit qu'on ferait peut-être pas une demi-heure. Bravo. Mais ouais. Mais limite, alors ça devient vraiment genre confession intime, mais limite tu devrais peut-être relire du coup les Gardiens maintenant, avec justement maintenant où t'as plus les mêmes attentes, plus ces trucs-là. Parce que c'est vrai que moi les Gardiens, je les ai relus en plus après, les Gardiens d'Amnet et Lanning, c'est vraiment génial, c'est hyper accessible dans le sens où de toute façon il n'y a pas besoin de savoir grand-chose sur leur histoire vu que les personnages ont presque rien eu avant. Il y a Annihilation avant. Ouais. Et en fait, non mais j'avoue, mais je suis un peu bloquée avec le cosmique et je voudrais commencer à partir de Annihilation et je sais pas dans quel ordre d'y aller. Annihilation. La base. C'est bien. Et après Annihilation, il y a Annihilation Conquest, c'est la suite. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux lire l'un, puis enchaîner avec l'autre après. Et à quel moment il faut lire les Gardiens ? En fait, l'équipe est formée. Non, l'équipe des Gardiens se forme à la fin d'Annihilation Conquest. Donc, tu peux même, entre guillemets, commencer avec les Gardiens dans le sens où, justement, le Annihilation et Annihilation Conquest racontent plein de choses et c'est sur ces bases-là que la série des Gardiens est lancée. Mais si tu commences avec les Gardiens, bon, Donc, dans l'idée, on pourrait commencer le cosmique récent avec Annihilation. Et c'est même une très bonne idée. Je trouve que c'est un très bon point de départ, c'est vraiment excellent. En fait, Annihilation, je vais tester, hein. Ah oui, mais après, peut-être que tu n'aimeras pas, je comprends pas tes goûts. De toute façon, il faut se préparer, parce que vu qu'a priori, c'est le nom définitif d'Avengers 4, je vais te taper si tu dis ça. C'est pas Paula. Non, mais il faut bien commencer quelque part, et ok. Non, Annihilation, ce qui est très sympa, en fait, c'est que ça utilise tous les personnages un peu de l'univers cosmique Marvel, mais en fait, vu qu'ils avaient été délaissés pendant à peu près 10 ans, le scénariste, alors c'est pas encore Abnett et Lanning à ce moment-là, c'est Keith Giffen, et il fait ce qu'il veut. Il peut en buter certains, il peut les tordre à ce qu'il a envie de raconter, il peut faire plein de choses différentes, et il s'éclate, il fait ce qu'il veut avec, et il fait mumuse. Et entre autres, alors c'est pas dans Annihilation, c'est dans Conquest, mais il va aussi rechercher des vieux personnages comme Rocket Raccoon. Alors ce qui est rigolo avec Rocket Raccoon, je prends 2 secondes dessus, c'est le fait que c'est Keith Giffen qui l'avait créé dans les années 80. Il l'avait créé dans une anthologie en noir et blanc, dans une histoire de 7 pages, un raton laveur qui parle, et il le réutilise, après qu'il ait été utilisé 3 fois, il le réutilise 15 ans plus tard pour le réinjecter dans une espèce de guerre cosmique apocalyptique, et après ça, il va du coup être adapté au ciné par Bradley Cooper. L'histoire est quand même... Ouais, voilà, voilà. Et Kirk dans Gilmore Girls. Oui. Ok, très bien. Donc j'ai les 2 tomes de Annihilation. Ouais. Voilà. Et bonne lecture. Et voilà. Et sinon vous les avez pas en vrai, j'avais lu, je crois que j'ai lu Annihilation et je me souviens que j'en étais là, je sais pas ce que je lis, je comprends pas ce que je lis. Ok. Non, mais alors du coup, je te coupe Aurélien, mais toi qui les as lus, tu penses que ça collerait, donc si les lecteurs et les lectrices veulent en savoir plus au cinéma, ça collerait avec les rumeurs sur Absolument la suite. pas. Absolument C'est pas. ça. Aucune chance. Il n'y a pas un Avenger dedans, mais Y pas un. Il y a que dalle. En fait, il y a un truc assez drôle d'ailleurs. Ça se passe pile poil au même moment que Civil War dans les comics. Pendant que Civil War sort, il y a Annihilation qui sort. Et en fait, il y a même un moment où un des personnages, un des rares terriens qui sont dans cette histoire... Il y a Galactus, il y a le Silver Surfer. Tu crois que tu les as déjà vus ? La réponse est non. Je continue ? Il y a Drax. Il y a Drax. Bon. Ok, donc en gros, c'est... Il y a Ronan the Accusateur. Oh, je crois qu'il est mort. Ok, suivant. Okay. Et du coup, quand tu dis que c'est pendant que Captain America et Iron Man se séparent sur Terre, dans l'espace, c'est la guerre totale. Et un des rares personnages d'humains, Nova, en fait, quand il revient... Regarde, c'est Nova. Ah, regarde, c'est Kassar. Walou, ça apparaît au MCU. Quand Nova... Voilà. Je finis mon anecdote comics. Quand Nova revient sur Terre, en fait, il revient pour demander genre de l'aide aux terriens, justement, genre venez, il faut combattre, là, il y a une guerre totale dans l'espace et tout. Et c'est, je crois, Iron Man qui lui dit ouais, mais figure-toi, il y a eu la Civil War et tout. Et Nova, il est là, genre hein,
Et en gros, vous vous chamaillez, mais moi, je te parle d'une guerre où il y a des millions, des milliards de gens qui sont touchés, etc. Oui, enfin, après, Donc, dans le cosmique, ils font ça à chaque fois, parce que... Donc non, ça sera jamais Avengers Annihilation. Enfin, ou alors, c'est vraiment prendre un nom d'un comics et pas du tout le respecter, alors que pour le moment, ils ont quand même adapté en général, plus ou moins respecté une trame, une idée. Mais Annihilation, ça sortirait de nulle part. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on lit à part Annihilation, qui en vrai, ça se trouve facilement. Ça vient de ressortir en omnibus, donc oui. Oui, bah oui, c'est pas je te vois. Oui, alors, c'est vrai que c'est le problème des omnibus, c'est que, en fait, t'as intérêt à aimer, vu que c'est une édition plutôt chère. Ou en tout cas plutôt onéreuse. Du coup, t'as quoi? T'as que les 2 tomes de Annihilation ou t'as Annihilation Non, Conquest? il va avoir Conquest qui va ressortir pareil en omnibus l'année prochaine. Chacun c'est deux deluxe, donc okay. ça fait quand même des gros pavés de 700 pages. Deluxe. Oh mais tu les as là? Oui, mais j'ai pas Conquest. Et bah ça ressort. Ah non, bah du coup je vais trouver les Deluxe. Là, j'ai pas les trouver, donc du coup je vais devoir acheter les omnibus. Ok. Et non, sinon après il y a évidemment des trucs plus récents, parce qu'encore une fois le cosmique, comme on a dit, c'est une espèce de bulle, donc on trouve à la fois les grosses sagas, mais on trouve aussi après des histoires sur les personnages. Mais genre, est-ce que Nova c'est vraiment si bien que ça? Nova, alors il y a eu plusieurs séries de Nova. Tu parles de celle de l'époque d'Annihilation et tout ça? Le plus connu, là, celui qui est mort. De Richard Rider. Ouais, voilà, bah, il y a des choses très bien. Après, l'histoire, justement, qu'il y a à l'époque d'Annihilation, elle est aussi par Dan Abnett et Andy Lanning. Et du coup, c'est vrai qu'elle a globalement le même degré qualitatif que le reste, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très sympa. Après, moi je trouve que le Nova actuel, Sam Alexander, la série, c'est genre. Ça a très bien commencé. Ouais, mais moi je trouve que même ça a bien continué aussi. Il y a eu un petit creux à un moment, mais après avec l'arrivée de Richard Rider, c'était intéressant parce qu'il y avait et c'est pas parce qu'on a ramené l'ancien. Non, on voit la différence entre les deux. On voit la différence entre les deux et limite pourquoi finalement Sam Alexander est aussi un très bon Nova. Tout à fait. Il apporte un peu de légitimité à Sam Alexander qui avait été très vite décrié parce qu'en disant c'est pas Richard Rider. Je trouvais ça assez bien, je crois. Ce qui est simple, en plus, ce qui est sympa avec cette presque mini-série, parce qu'en fait, ça dure 8 épisodes quand ils sont tous les deux, c'est que justement, il y a un côté un petit peu le vieux flic avec des choses sombres dans le placard, et le jeune flic, du coup, un peu utopiste, etc. Donc, on a les deux, ça fait un bon duo, les deux. Non, mais globalement, les séries Nova, dans l'ensemble, sont plutôt sympas, sont plutôt chouettes. C'est pas forcément par là que je dirais de commencer. Moi je trouve que les séries Gardiens de la Galaxie, même les périodes que j'aime le moins de Bendis, elles sont quand même sympas pour les nouveaux lecteurs. C'est quand même en général assez simple à lire, pas désagréable. C'est ultra accessible. Ouais, c'est ultra accessible. J'ai presque envie de dire un peu trop. Je trouve qu'en fait ça manque parfois un petit peu de folie, qui est un peu la marque de fabrique du cosmique, parce que justement, vu que on peut se permettre d'inventer des races, on peut se permettre de faire des grandes sagas avec des empires galactiques et des choses comme ça, on peut un peu tout se permettre qu'on peut pas se permettre sur Terre, parce que toutes les séries vont être un peu liées entre elles. Bah tu vois, moi je dirais pas qu'il y avait de la folie dans le cosmique, parce que j'ai lu les Gardiens de la Galaxie version Abnett, et j'avais juste l'impression que c'était un énorme bordel. Et pour le coup, je dirais pas que c'est de la folie et que vas-y, on va. C'est juste. C'est plutôt. On sait pas où on va et on. On y va quand même. Et on y va parce que vas-y, de toute façon, personne va le lire. Vraiment, t'as des twists qui sont mis en place, genre 10 épisodes en avance, etc. Il y a au contraire des trucs extrêmement construits, je trouve, dans les Gardiens d'Abnett et Lanning, qui sont assez fous. Et t'as tout un moment où ils vont, genre, à la fin de l'histoire de l'univers, où l'univers n'existe plus, sauf une demi-planète qui est Doctor Who aussi l'a fait. Hein. Oui, bien sûr, mais justement, je trouve qu'en fait, on retrouve un peu ce côté-là. Le côté tout est possible qu'il y a dans Doctor Who, on le retrouve un petit peu dans le cosmique en général. Et c'est pour ça que je trouve que, pour le coup, quand Bendis fait ses Gardiens de la Galaxie, ça manque parfois un peu de folie, c'est un peu trop sage, c'est un peu trop... les gardiens qui font des allers-retours sur Terre. C'est très les gardiens
proche de la Terre. C'est un peu ce qui J'avoue qu'il y a, il y a m'embête. ce côté-là qui, pour le coup, j'en reviens à c'est ultra accessible. C'est ça aussi. Je les dénigre pas autant que certains. Il y a des gens vraiment qui disent « Ah, c'est nul !» C'est pas les gardiens. Oui, mais entre autres parce que lui, c'est plus appuyé sur la psychologie des gardiens version film. Ouais, et puis même moi, je suis plus gêné et de toute justement façon, parce par que les ça. gens crachent sur Bendis. Ouais, alors, Aussi. je trouve que c'est pas ce qu'il a fait de mieux non plus, les gardiens, mais ça reste très sympa, très agréable. Si on a envie de commencer avec un truc en se disant je risque pas d'être perdu, c'est vrai que les gardiens de Bendis, c'est à peu près, c'est tranquille. Et comme finalement le Nova avec Sam Alexander, Tout à fait. qui est aussi, là il est sur Terre de toute façon, ouais. C'est un ado, donc il est obligé d'aller au lycée, il est obligé d'écouter sa mère, donc c'est vrai que de temps en temps il va dans l'espace, il oublie un peu de rentrer, mais il y revient genre tous les 2-3 épisodes, il revient sur Terre et il a ses problématiques d'ado. Donc là aussi, et on retrouve les gardiens aussi, mais aussi Iron Man ou des choses comme ça. On a ce côté un petit peu aller-retour entre les deux. Et il va faire partie des champions, enfin des Avengers et après des champions. Donc c'est finalement j'ai l'impression qu'il va plus tant dans l'espace que ça. En tout cas dans ce que j'en lis, il est juste sur Terre, mais avec un super pouvoir, mais qui le fait aller dans l'espace régulièrement. Voilà, c'est plus mais ça reste ça. Et j'avoue que pour le coup, tout ça, ça me fait un cosmique beaucoup plus abordable et dans lequel je peux accrocher beaucoup plus facilement que le cosmique des années 70, des années 80, 10 et de ce qui est après, parce que c'était trop éloigné. Et c'est trop bizarre d'avoir cette espèce de frein avec le cosmique, alors que finalement, c'est pas parce que, si j'ai commencé les Avengers, je pourrais très bien commencer à lire du Galactus et du Silver Surfer. Mais pourtant, les gardiens, j'allais dire, mais le cosmique des années 90 est loin d'être si inabordable. La preuve, Capucine, toi qui as commencé à lire il n'y a pas si longtemps, Infinity Gauntlet, je me rappelle, t'en parlais lors du dernier podcast, t'as kiffé. Ah oui, bien sûr. Mais c'était kiffant, mais il y avait les Avengers. Mais après, dès qu'ils nous montraient toutes les identités, ça faisait alors des pages superbes mais qui sont ces gens ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce que... Il y a une série juste sur ces gens centrés en disant ils sont autour d'une table, ils boivent un thé et on apprend à les connaître. Genre le tribunal vivant et compagnie. Ouais, ou ça là. Non, ils apparaissent de temps en temps, voilà, c'est ça. Et parce que ce sont des personnages qui sont aussi à la base de la légende Marvel et qui sont tellement légendaires que c'est difficile de pouvoir résumer toute leur histoire. Il y a un peu un côté comme ça, ouais. Même un personnage comme Madame Warlock, je dis Adam parce que moi je l'ai lu quand j'étais petit, il faudrait dire Adam, mais c'est un perso où quand je le découvre, j'ai aucune idée de ses aventures d'avant, je sais pas ce qu'il a fait, etc. Mais c'est pas grave parce qu'on comprend assez vite qui il est. Il a ce côté un petit peu genre c'est Jésus le Sauveur, et puis voilà quoi. C'est après... il a les cheveux longs. Ouais, voilà. Et il a pas de barbe. Et il est doré. Et il a pas de pagne. Oui, mais des fois, quand il est dans le monde de l'âme, il est en pagne. Il est en pagne. Ouais. Il est bien, au calme. Et donc, voilà, il y a ces persos où, même quand tu les connais pas complètement, en fait, c'est pas si grave parce qu'ils sont assez vite définis. On comprend leur archétype, quoi, on va dire. Ouais, mais j'avoue, j'ai envie d'en savoir plus. Quand j'ai lu la trilogie de l'infini, j'étais là, je veux en savoir plus, je veux savoir qui sont ces gens-là. Mais c'est ça qui est cool avec les comics en général. Encore une fois, tu reprends la même problématique qu'on peut avoir quand on lit une bonne histoire avec Iron Man. Tu te dis, j'aimerais bien en connaître plus sur Pepper Potts, sur James Rhodes, sur il est alcoolique, vraiment, ça vient d'où, etc. Et en fait, tu commences en te disant, c'est bien, j'ai lu une histoire, et en fait, tu te retrouves avec des étagères. Voilà. Ouais. Un jour, il faudra déménager. J'ai pas du tout ce problème. En gros, la conclusion, c'est quoi ? N'achetez pas de comics parce qu'à un moment, il faudra déménager. Exactement. Non, mais c'est que en fait, le cosmique, c'est comme le reste. Il suffit de se lancer en fait dans la partie qui nous intéresse, qui nous a captivés, où on a entendu des connards dans un podcast qui disaient que c'était bien. Voilà. Et des connasses. Et lancez-vous, c'est bien. C'est trop cool, les comics. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui t'a dit « Je commence par le cosmique ». Je sais pas. Après, moi, je sais que j'ai pas commencé par le cosmique, mais c'est vrai que ça fait partie des lectures qui m'ont le plus marqué en étant enfant. Je sais que j'avais du coup 10 ans quand j'ai lu Infinity Gauntlet et ce genre de choses, quoi. Donc,
Eh oui, Père Fouras. Ah oui, les jeunes, écoutez-moi. Mais du coup, voilà, c'est des trucs. On parlait tout à l'heure aussi en off du Silver Surfer Parable de Stanley et Mobius. Pareil, ça, je l'ai lu quand c'était sorti chez Casterman. Je devais avoir peut-être 11 ans ou 12 ans. Et c'était. Oui, je suis très vieux, je sais. Et c'était mortel. Et voilà. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas forcément les récits les plus accessibles, mais quand c'est vachement bien, en fait, ça devient accessible. C'est bien, t'as toujours pas reparlé de Silver Surfer par Dan Je Slott. me suis retenu de Parce que ouf. je me suis demandé, mais à quel moment il va nous en De parler. Ouf. Je lui tends la perche de Doctor Who et... J'y ai pensé au moins 4 fois durant le... Donc le Silver Surfer de Dan Slott et Michael Red, c'est trop bien, c'est génial, et c'est une très bonne porte d'entrée sur le cosmique. Voilà, tu vois, il fallait que ça sorte. Et l'autre série qui pour le coup est plus courte que le Silver Surfer où il y a 5 tomes, c'est la mini-série. Alors elle prend encore plus de saveur quand on a lu d'autres trucs, mais elle est quand même vachement bien toute seule. La mini-série Rocket de Alley Wing, où en fait le personnage de Rocket est traité à la façon d'un polar noir, façon Dashiell Hammett. On a presque le côté en impair avec la pluie qui... Avec son double. Avec son double. Non, c'est avec. En fait un ancien amour qui lui demande de faire un casse pour elle. En fait, il se lance dans un dernier casse. On sait toujours comment ça se passe, les derniers casses, c'est toujours la merde. Et voilà, et il y a un côté film un peu entre Ocean's Eleven et un polar des années 50. Quoi. Et c'est vraiment une mini-série en un tome, et c'est très 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 bien. Et je dis ça entre autres, c'est tellement bien en fait que j'en ai acheté 2 planches pour chez moi, donc d'original. C'est pour dire. T'as dit que c'était quoi ? Rocket de Alley Wing et Adam Gorham au dessin. On fera une pause a priori. Paula fronce ses sourcils. Arrête. Ça ? Oui, ça là. Alors le choix de la couverture VF. Disons Plus que... du cul. Alors je l'aurais pas dit comme ça parce que je travaille pour ces gens-là, donc non. Mais disons que c'est pas celui-là que j'aurais choisi forcément. Donc ça c'est récent. Oui, c'est sorti. C'est sorti quand ça ? C'est sorti l'année dernière ? Mais c'est sorti. Même pas. En juin. Non, directement en librairie. Ah bah non, alors je pensais à un autre truc, mais je pensais moi à la série Rocket où il y en a De Scotty Young, celle-là, qui est très sympa c'est aussi. C'est Scotty Young avec Ouais. le double. Ok. Ouais. Elle est très très chouette aussi, mais vraiment celle que j'ai Ok. overkiffée, c'est vraiment celle-là. Elle est vraiment unique, elle a vraiment un côté polar. Voilà. En plus, c'est vraiment une mini-série, donc un seul tome. Donc voilà, au pire, vous aimez pas, mais ça vous embarque pas dans un truc trop. Oui. Bon, rassurez-vous, là on est en train de dire plein de séries et plein de trucs dans le genre, mais tout sera recompilé sur le site avec tout ce qu'on a dit et nos propositions de portes d'ouverture. Donc Annihilation, si j'ai bien compris. Ouais, ou justement après on peut tout ce qu'on veut, quoi. Après tout ce qu'on veut, mais il va quand même falloir un peu expliquer aux gens et rassurer les gens de oui, on peut commencer le cosmique. Oui. Je vais commencer le cosmique. Très Moi bien. aussi. On fera un deuxième podcast On dans fera 6 mois. un deuxième podcast dans 1 an. Pour faire les plus, les moins, les comptes, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et très, très certainement, je dirais, j'ai pas commencé le cosmique dans 1 an. Moi aussi, Aurélien, je dirais que j'ai commencé. Ah voilà, bon élève. T'es vraiment une bonne élève, toi. Ok, et en ce moment, vous lisez du cosmique ou vous lisez autre chose ? Moi, je lis autre chose. Tu lis quoi, Aurélien ? Tu prends cette voix très bizarre parce que tu le sais, vu qu'on en a parlé à peu près 12 fois. Non, en ce moment, moi, ce que je lis, ce que j'aime, c'est Les Monstres de Ferris. Émile Ferris. Émile Ferris, c'est ça ? Ouais. C'est pas du Marvel. Non, pas du tout. C'est du total indé, on va dire. Ouais. C'est difficile de faire plus indé que ça. Mais même l'éditeur, c'est de l'indé. Oui, c'est... attends, l'éditeur, c'est comment ? C'est Monsieur Toussaint Louverture. Ouais. Et qui a pris le risque quand même de publier ça en français parce que c'est vraiment un risque pour le coup à la base. Ça cartonne, mais c'était un risque. Est-ce que c'était vraiment un risque étant donné qu'il y a eu énormément de prix aux US ? Oui, c'était un risque parce que je crois qu'au moment où il a pris les droits, il n'y avait pas les prix. Parce que je me souviens, il y a 1 an, moi ce que j'aime chez les monstres était dans toutes les listes, dans toutes les recommandations de quels sont les comics à... Oui, en VO. Quelles sont les recommandations, quel cadeau faire à Noël l'année dernière. Ouais, mais le problème, c'est que pour traduire un pavé comme ça,
et aussi refaire tout le lettrage, parce qu'il y a tout un, il y a tout un dessin qui est un lettrage fait au stylo bic, Oui. et du coup pour après refaire le lettrage à l'intérieur, c'est pas comme dans un comics où il y a déjà les bulles qui sont, où il y a juste à reprendre et des choses comme ça. Là il y a un boulot de fond derrière à faire qui est absolument colossal. Il y a vraiment des moments où quand je lis, il y a mon moi éditeur qui se réveille et qui fait putain, comment ça a dû être relou à changer ça en VF. et voilà, et ouais. Non, du coup, c'était vraiment quand même un pari. Puis même avec des bonnes recommandations de lecture, de tout le monde qui dit c'est très bien, on sait jamais si le public va suivre. Là, c'est le cas, il a suivi. Oui, parce que ça n'en reste pas moins à la base une bande dessinée, Ouais. et que les gens lisent pas de bande dessinée. C'est ça. Sauf des trucs de hipster. Oui. Mais encore une fois, ouais, je trouve ça vraiment excellemment bien. Moi, ça me parle énormément. C'est vrai que là, moi, j'en suis aux 3/4. Je lis doucement, ce qui m'arrive pas souvent. En général, j'enchaîne ma lecture. Là, vu que c'est très dense au niveau texte, et même au niveau des illustrations, alors qui sont très particulières, mais ça m'arrive souvent de passer du temps sur une illustration, même quand il n'y a pas de texte, parce que je veux l'observer, je veux la voir, je veux me plonger dedans. Et en fait, du coup, je le lis lentement, et en fait, je suis aux 3/4 là, à peu près du bouquin, et je sais déjà ce que je vais faire au moment où je vais l'avoir fini, c'est que je vais le relire. Je sais déjà que j'ai envie de le relire, maintenant que parce que plus on avance, plus on comprend les personnages, et j'ai envie de du coup revoir les scènes du début avec le regard de celui qui les connaît, etc. Et bon, ça arrive quand même pas super souvent d'avoir cette envie en milieu de lecture de me dire, surtout que c'est un gros pavé, de me le réenchaîner dans la foule. Mais tu vas pas attendre d'avoir le tome 2 pour le relire ? Alors, de toute façon, vu que le tome 2 est pas encore prêt d'être sorti en VO, je le relirai, je pense, aussi à ce moment-là, dans 6 mois, du coup, enfin, dans 6 ans peut-être. Mais ouais, non, je vais quand même le relire là, parce que j'ai vraiment cette envie. Là, je suis aux 3/4 et je me dis, est-ce que non, bah non, je vais attendre de le finir avant de le relire, c'est con de recommencer maintenant. D'accord, très bien. Alors, j'ai lu une 20aine de pages, et c'est atypique. D'ailleurs, si vous savez pas c'est quoi moi ce que j'aime chez les montres, en fait c'est, enfin notamment parce que tu parlais du dessin, en fait tout le dessin est fait au bic, et donc il y a 3 couleurs. Le blanc, le bleu et un peu de noir, je crois, vite fait. Même pas. Ouais, non, il y a du rouge, il y a du vert aussi. Oui. Non, on a quand même le bic à couleurs. Oui, j'ai vu aussi un personnage avec tout plein de couleurs et pas tant au bic que ça. Donc voilà, je pense que c'est une expérience. Je le mettrai, c'est une expérience. Voilà. Ah, complètement, il y a un côté... disons que je peux comprendre les gens qui vont ouvrir le truc et dire non, le dessin, ça me parle pas du tout. Je comprends aussi les gens qui vont pas du tout accrocher à la narration qui est très particulière, mais par contre c'est vrai que je pense que quand on accroche, oui on accroche par contre beaucoup, quoi. Alors moi j'ai 2 trucs à recommander. Le premier c'est X-Men Grand Design. C'est génial. C'est trop bien. Je suis sûr que quelqu'un de très bon goût te l'a conseillé. Alors c'est vrai, tu m'en as très bien parlé, mais comme tu comprends pas mes goûts, tout était possible. En vrai, tout était possible avec ce truc-là. Et c'est trop bien. Voilà, en fait, je vais continuer. C'est vraiment trop bien. Et là, c'est accessible à tout le monde. Tu aimes les X-Men, tu surkiffes les X-Men, c'est pour toi. Parce que tu vas retrouver plein de trucs des X-Men. C'est ton album de famille des X-Men. Voilà. Donc c'est trop bien. Tu connais pas les X-Men, mais t'es un peu intrigué. C'est pour toi, parce que tout est expliqué facilement, et c'est une simple narration, et du coup c'est un cours d'histoire. Et c'est ça qui est trop bien, et là la narration je la trouve géniale, c'est que en fait c'est un narrateur qui te raconte l'histoire des X-Men, et de temps en temps les X-Men se parlent un peu, mais en fait comme dans un bouquin où t'as ton narrateur à la 3e personne, et de temps en temps t'as des dialogues. C'est exactement la même chose. Et c'est trop bien, ça se lit vite, c'est vachement bien fait. Les dessins sont un peu particuliers, sur les visages, mais après on aime ou on n'aime pas. Mais même moi qui aime pas trop quand les visages sont un peu chelous, et je me suis dit vas-y ça passe. Et j'ai trop hâte de lire la suite. C'est trop bien. C'est Ed Piskor qui fait ça. Il avait fait la même chose avec Hip Hop Family Tree, mais pour le coup sur l'histoire du hip-hop. Ça a été édité en France ? Ouais,
je me rappelle plus qui est-ce qui l'a édité en France. Ok, je suis désolé, mais je vais l'acheter. Je m'en fous, je connais pas le hip-hop, mais Moi, je vais l'acheter et je vais écouter ce qu'il me dit parce que je veux découvrir la même chose comme il l'explique sur les X-Men. Pour le coup, j'en ai un tome de Hip-Hop Family Tree, et c'est vrai que moi qui connais pas du tout l'histoire du hip-hop, passionnant aussi, tu lis le truc, t'es là, tu fais ah ouais, ok, il s'est passé ça, vraiment. C'est ça. Voilà, Ok. c'est ça. Et c'est passionnant, alors que de base, j'étais pas forcément en train de me dire je vais surkiffer. Et non, Ed Piskor, il est très très fort. Et l'anecdote que je t'avais racontée aussi, c'est que il aime tellement les X-Men qu'il était en fait celui qui a animé une conférence à Angoulême avec Chris Claremont. Okay. Lui, il était affalé dans son fauteuil avec en face de lui Chris Claremont, et on voyait qu'il connaissait tous les épisodes par cœur. Il rebondissait sur ce que disait Chris Claremont pour le relancer, etc. En connaissant les numéros d'issue US sur le bout des doigts. C'était hyper drôle à voir comme échange entre Chris Claremont, qui maintenant commence à être un vieux monsieur, voilà, enfin, en tout cas d'un certain âge, etc. Et Ed Piskor, qui est cette espèce de grand mec avec un bob et des lunettes de soleil. Donc voilà, ça faisait un duo assez particulier. Trop bien. Alors, je crois qu'il y a quand même juste un souci par rapport à la version française, parce qu'il n'est pas expliqué qu'est-ce qui a été rajouté par rapport... Il y a des ajouts, en fait. Vu qu'il remet bien... Oui, il remet tout dans l'ordre. Oui. Il remet tout dans l'ordre. Et donc, dans ce que j'ai vu, c'est que dans la version US, c'était expliqué, genre, ça, en fait, ça apparaît à tel moment, et c'est pas présent. Il y a deux éditions différentes en VO. En VO, il y a les singles, donc c'est les issues souples vendues en comic shop, on va dire, pour simplifier. Et dans celle-là, il y avait les références. Okay. Et après, dans l'édition librairie, donc la même que celle qu'on a sortie en VF, le grand format où c'est compilé, il n'y avait pas les références en VO non plus. Donc voilà. D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que du coup, ils estiment que la version kiosque, elle est là pour les fans, et qu'il y a un côté, enfin kiosque, single, machin, elle est là pour les fans, et du coup il y a un côté, si vous voulez fouiller dans vos anciennes back issues, voilà où c'est. Et dans la version librairie, il y a ce côté plus, le but c'est d'être complètement intemporel, donc on va pas non plus mettre des références dans tous les sens, etc. Après, j'avais un peu lu quand même les premières aventures des X-Men, et d'ailleurs une fois qu'il arrive au moment de X-Men 1, j'ai réouvert X-Men 1 et j'ai dit tiens, c'est rigolo. Voilà. Mais oui, souvent je me suis demandé ça en fait à quel moment ça apparaît, mais c'était plus par curiosité, et ça se lit parfaitement. Donc on va dire c'est un bonus qui est quand même assez cool, et moi j'aime bien les bonus dans les comics. Voilà. Ça. Mais c'est trop bien. Trop bien. Et je note. Je vais offrir ça à tout le monde à Noël, et c'est les secrets Santa que je vais faire cette année, et ils vont être charmés. Et j'ai lu un autre truc pendant que j'étais en vacances, et c'est The Black Holes de Borja González, qui va sortir en France chez Dargo. Et pour le pitch de base ultra simple, c'est 3 meufs qui se lancent dans un groupe de punk rock. Et en même temps, t'as une histoire, on va dire, dans la période des Lumières, d'une jeune fille qui ne veut pas vivre sa vie, celle qui va lui être imposée. Et c'est ultra bizarre, c'est très très beau. Je confirme, là tu nous as passé c'est très très beau. En plus j'aime bien le style de González, où il n'y a pas de visage, au personnage. Mais ça n'empêche que c'est complètement lisible, et tu peux comprendre, t'imagines toi-même le visage qu'elles ont. C'est trop bien, et je l'ai lu une première fois, et quand je suis arrivée à la fin, j'ai été obligée de relire. Mais parce que, contrairement à moi, ce que j'aime chez les monstres, parce que c'est plus tu relis pour mieux t'imprégner et mieux voir certains trucs, là tu relis parce que c'est une boucle en fait. Okay. Et quand on arrive à la fin, moi je me suis dit j'ai besoin de relire pour recomprendre ce qu'on vient de me montrer à la fin. Et parce qu'il est question en fait de voyage dans le temps d'une certaine manière. Donc c'est, pour une fois, c'est une narration de voyage dans le temps vachement bien. Donc ouais, ça va sortir chez Dargo, et c'est vraiment trop bien. Ok. Voilà. Okay. Si vous avez des Secrets Santa à faire une fois que vous aurez offert les X-Men Grand Design, vous pouvez offrir ça.
Et toi, t'as rien lu encore parce que t'as récupéré J'en ai eu plein pour les 50 de Marvel Planet et de The Mighty Blog et j'ai été mauvaise élève sur ce coup-là, j'en ai pas encore ouvert donc... Et t'as récupéré Omega l'Inconnu. Et j'ai récupéré Omega l'Inconnu, surtout grâce à Aurélien. Donc en fait, voilà, ma prochaine lecture, ça va être Omega l'Inconnu. Voilà. T'as intérêt à en parler aussi bien qu'Aurélien. J'essaierai d'arriver au rang du maître. Je ferai le maximum. C'est bon ? Yes. Eh ben, merci à vous deux pour ce 7e épisode de Corpse Talk. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez un peu compris c'était quoi le cosmique et qu'est-ce qu'on fait pour le lire. Et oui, c'est tout à fait accessible. Et merci tout le monde. Merci Paula. Merci. Salut. Ah ouais, vous voulez vraiment un générique de fin? Un truc complètement random. On te l'enregistre là si tu veux. Vous voulez faire le générique de fin? Allez-y, faites le générique de fin. Donc maintenant, à la fin, il y aura toujours ça. Bravo! Bravo à vous!